Rebonjour. S'il vous plaît, je cherche la qualité du diapo. Est-ce que c'est visible ou non? Il n'y a personne? Oui, c'est visible. D'accord. Donc, à 11 heures pile, on va commencer le deuxième cours. On attend quelques temps.
Oh, bonjour tout le monde. Notre deuxième cours, c'est l'hypertension intracrânienne ou bien l'HIC. L'HIC ou bien l'hypertension intracrânienne, c'est l'introduction à la neurochirurgie. Bon, c'est le plan du cours. Donc, c'est quoi par définition l'HIC ou bien l'hypertension intracrânienne? C'est une augmentation de la pression intracrânienne au-delà de 15 mm mercure. La normale, c'est de 10 plus ou moins 2 mm mercure. Elle constitue une véritable urgence thérapeutique. Donc, c'est une urgence vitale. Concernant la physiopathologie, donc, la boîte crânienne ou bien la cavité crânienne, elle est inextensible chez l'adulte, contrairement au nourrisson. On a vu, le nourrisson, il y a une augmentation du périmètre crânien, augmentation de la taille du crâne. Pourquoi? Parce que tout simplement, la cavité crânienne est extensible. Contrairement à l'adulte ou bien le grand enfant, la cavité crânienne est inextensible. Donc, imaginez un volume en plus. Un volume en plus égale une HIC, une hyperpression ou bien une hypertension intracrânienne. Donc, qu'est-ce qu'il y a au niveau du crâne? Il y a donc le volume de la cavité crânienne égale une constante. Il y a donc dans le crâne, il y a un volume, il y a le cerveau, l'encéphale, il y a aussi le LCR dans le système ventriculaire, il y a aussi un autre volume, c'est le volume sanguin. Donc, le volume du cerveau plus le volume du LCR plus le volume sanguin égale une constante. C'est une constante. Là, c'est l'encéphale. C'est l'encéphale. Toujours anatomie du cerveau. Là, bien sûr, pour étudier la neurochirurgie ou bien une spécialité chirurgicale, il faut toujours faire un petit rappel concernant l'anatomie descriptive. Là, je pose la question, le système nerveux central, c'est quoi le système nerveux central? Donc, le système nerveux central égale quoi? Égale l'encéphale, c'est-à-dire le cerveau, notre cerveau, donc dans la cavité crânienne, plus la moelle épinière. La moelle fait partie du système nerveux central. Très bien. Maintenant, la HIC concerne l'encéphale, concerne le cerveau ou bien qui est dans la cavité, dans le crâne. Là, le système ventriculaire, là, c'est la vascularisation veineuse. Donc, concernant la physiopathologie, donc on a dit on a 3 secteurs. On a des modifications au niveau du secteur parenchymateux, c'est-à-dire le parenchyme, l'encéphale, plus des modifications au niveau du secteur du LCR, liquidien, et aussi, ça touche aussi le secteur vasculaire, parce qu'on a 3 volumes. On a dit le volume parenchyme, plus le volume du LCR, plus le volume du sanguin, donc égale une constante. On commence par la physiopathologie du secteur parenchymateux. Donc, le parenchyme cérébral représenté par la cellule gliale, d'où la nomination d'une tumeur gliale. On dit des tumeurs gliales type glioblastome, etc. Donc, la cellule gliale, c'est la cellule de soutien. Donc, au cours de la HIC, au cours de l'augmentation de la pression intracrânienne, on constate quoi? Un gonflement de la cellule gliale, donc avec une altération de la membrane cytoplasmique. Donc, il y aura quoi? Il y aura un déséquilibre de charge ionique, un déséquilibre entre le sodium et le potassium. Donc, sachant à l'état normal, c'est le K+, le potassium, il est à l'intérieur de la cellule, à l'état normal, je dis, hein, le K+, le potassium, il est à l'intérieur de la cellule, et le Na+, le sodium, il est à l'extérieur de la cellule. Là, en cas d'HIC, en cas d'augmentation de la pression intracrânienne, on a un déséquilibre de la charge ionique donc, au niveau de la cellule gliale, au niveau de la cellule de soutien. Donc, on aura quoi? Donc, il y aura le Na+, le potassium, le sodium, pardon, le Na+, entre massivement suivi d'eau dans la cellule, dans le cytoplasme, et le K+, il est chassé à l'extérieur de la cellule. Donc, la pompe Na+, K+, est rompue, responsable de ce qu'on appelle d'un œdème cytotoxique. Donc, HIC égale œdème cytotoxique. Cyto, c'est-à-dire une cellule. Œdème cytotoxique. Je répète, concernant la physiopathologie de la HIC, donc au niveau du secteur parenchymateux, se fait au niveau de la cellule gliale, la cellule de soutien du cerveau.
Au cours de l'HIC, on constate un gonflement de la cellule gliale avec une altération de la membrane cytoplasmique de la cellule. Donc, il y aura un déséquilibre de charge ionique avec donc de le rapport K+ à Na+. Donc, de part et d'autre de la membrane cytoplasmique, le sodium entre massivement suivi d'eau dans le cytoplasme, c'est-à-dire à l'intérieur de la cellule, et le sodium, le K+, est chassé à l'extérieur de la cellule, du cytoplasme, responsable d'un œdème cytotoxique. C'est très important, cet œdème cytotoxique. Cyto, c'est-à-dire cellulaire. Deuxième secteur, c'est le secteur vasculaire. La physiopathologie de la HIC donc, entraîne une perturbation à l'origine d'un œdème vasogénique, vaso, c'est-à-dire vasculaire, par rupture de la barrière hémato-encéphalique. Je répète, concernant les modifications ou bien la physiopathologie au cours de l'HIC, on note au niveau du secteur vasculaire ce qu'on appelle l'œdème vasogénique par rupture de la barrière hémato-encéphalique. On continue. Concernant le secteur liquidien, c'est-à-dire au niveau du système ventriculaire, le LCR, donc responsable d'une hydrocéphalie, on a vu donc le cours d'hydrocéphalie. C'est une hydrocéphalie par obstacle des voies d'écoulement, c'est-à-dire une hydrocéphalie obstructive. Donc, je répète, concernant la physiopathologie de la HIC, ça touche les trois secteurs. Le secteur parenchymateux, c'est l'encéphale, le secteur liquidien et le secteur vasculaire. Concernant le secteur parenchymateux, donc responsable d'un œdème cytotoxique, parce que au niveau cellulaire, pardon. Concernant le secteur liquidien, est à l'origine d'une hydrocéphalie obstructive et le secteur vasculaire, donc, est à l'origine d'un œdème vasogénique. On continue. Donc, l'augmentation de la pression intracrânienne évolue en deux phases. Deux phases, c'est selon la courbe pression-volume. C'est la courbe de l'amphite. Là, on voit la courbe. La courbe est divisée en deux phases. La première phase, qui est la phase de compensation, et la deuxième phase, c'est la phase de décompensation. On va commencer par la phase de compensation. C'est quoi la phase de compensation? On note une augmentation même importante du volume, une augmentation du volume au niveau du crâne n'entraîne pas une élévation importante de la pression, c'est-à-dire la pression reste stable ou bien augmente d'une façon très minime. Là, parce que il y a des mécanismes de compensation. Ils vont compenser pour lutter contre l'augmentation de cette pression intracrânienne. La deuxième phase, qui est la phase de décompensation. La décompensation, on note une augmentation même minime du volume au niveau intracrânien. Donc, on note une élévation très importante de la pression intracrânienne. Pourquoi? Tout simplement parce que les mécanismes de compensation sont dépassés. Là, c'est la phase de décompensation. Je répète. Pardon. Donc, la physiopathologie, la deuxième partie de physiopathologie, donc, l'augmentation de la pression intracrânienne évolue en deux phases distinctes, bien sûr, selon la courbe de l'amphite, la courbe pression-volume. Donc, la première phase ou bien la première partie, on note une augmentation du volume n'entraîne qu'une faible augmentation de la pression intracrânienne du fait de mécanismes de compensation ou bien les mécanismes compensateurs. Donc, au niveau en intracrânien. Deuxième temps, c'est la phase de décompensation. On note une faible augmentation du volume, s'accompagne d'une forte augmentation de la pression intracrânienne. Donc, pourquoi? Parce que expliqué par la décompensation, parce que les mécanismes de compensation sont dépassés.
Donc, je répète, concernant, on a vu donc la définition de l'hypertension intracrânienne, de la HIC. On a dit que si elle dépasse 15 mm de mercure, donc il s'agit d'une HIC. Donc, à l'état normal, la pression intracrânienne, elle est de 10 plus ou moins 2 mm de mercure. Elle constitue une urgence thérapeutique, c'est une urgence vitale, médicale et chirurgicale en même temps. Donc, on a vu que la physiopathologie, on a vu dans la boîte crânienne chez l'adulte et le grand enfant est inextensible. Il y a 3 volumes. Il y a le volume parenchymateux, il y a un volume aussi sanguin et un volume liquidien correspond au LCR. Donc, au niveau du secteur parenchymateux, l'HIC est responsable d'un œdème cytotoxique. Au niveau du secteur vasculaire, l'HIC est responsable d'un œdème vasogénique. Et au niveau du secteur ou bien du système ventriculaire, on note la présence d'une hydrocéphalie obstructive. On a interprété aussi la courbe de l'amphite, la courbe pression-volume, donc qui est divisée en 2 phases ou bien en 2 parties. La première partie, c'est la partie de compensation. La partie, donc je vais répondre aux questions à la fin. La partie de compensation, c'est une augmentation même très importante du volume n'entraîne qu'une faible augmentation de la pression intracrânienne. Par contre, la deuxième partie, une augmentation du volume entraîne, même minime, entraîne une élévation très importante de la pression intracrânienne. Concernant les mécanismes de compensation, donc c'est très compliqué. Je vois que les mécanismes de compensation, c'est une partie pour la réanimation, mais tout à l'heure, on a vu dans le cours d'hydrocéphalie, la résorption transépendymère, on a dit que c'est un mécanisme de compensation, c'est le passage du LCR, du système ventriculaire, vers le parenchyme pour faire diminuer cette pression intracrânienne. Ça, c'est un mécanisme de compensation. Il y a beaucoup de mécanismes de compensation, mais ça, c'est très compliqué pour vous. On ne va pas faire ça. Donc, on continue. Je pose la question. On a dit la HIC, c'est une urgence, pardon, c'est une urgence vitale, une urgence thérapeutique. Pourquoi c'est une urgence thérapeutique? Quel est le risque ou bien quelle est la conséquence de cette HIC, de cette urgence? Pourquoi on dit c'est une urgence? Pourquoi et quelle est la conséquence de cette urgence? Tout simplement, c'est une urgence, très bien, voilà, c'est ça, c'est l'engagement, c'est le risque. Pourquoi? Parce que, ou bien la conséquence de la HIC, c'est le risque d'engagement. Je pose ma question, c'est quoi l'engagement? Et quels sont les types d'engagement? C'est quoi la définition de l'engagement? Donc, tout simplement, l'engagement, c'est le déplacement d'une partie du cerveau à travers un trou ou bien à travers une incissure. Donc, je répète, l'engagement, c'est la conséquence d'une HIC, de la HIC. L'engagement, par définition, c'est le déplacement d'une partie du cerveau à travers un trou. Donc, on a 4 types d'engagement. Il y a cette image, ou bien là, c'est le cerveau normal. C'est une coupe coronale du cerveau, c'est une hernie, oui. C'est l'équivalent d'une hernie cérébrale, oui. Donc là, c'est une coupe sagittale du cerveau normal. Deuxième partie, là, qui montre les différents types d'engagement. On commence par le premier type d'engagement qui est l'engagement le plus simple et le plus répandu, qui est l'engagement singulaire, numéro 1. On voit là un petit chiffre là, c'est le numéro 1, c'est l'engagement singulaire. L'engagement singulaire, ou bien on dit falcoriel ou sous-falcoriel, c'est quoi? C'est, bon, vous savez que il y a 2 hémisphères. En sustentoriel, là, en sustentoriel, parce qu'il faut faire un petit rappel sur l'anatomie. D'habitude, je fais le rappel anatomique, anatomie descriptive, et puis on rentre dans le cours. Malish. Là, dans la boîte crânienne, il y a ce qu'on appelle la partie sustentorielle et la partie sous-tentorielle ou bien la fosse, c'est la fosse cérébrale postérieure. Donc, sustentorielle, le tentoriel, c'est par rapport à la tente du cervelet. Là, c'est la tente du cervelet. Elle divise la boîte crânienne en 2 parties, une partie supérieure et une partie inférieure. La partie inférieure, il y a d'avant en arrière, il y a ce qu'on appelle
Il y a le tronc cérébral avec les trois parties, bulbe, protubérance et mésencéphale. Il y a aussi en arrière le cervelet, les hémisphères cérébelleux et la partie médiane qui est le vermis. Et entre les deux, entre le tronc cérébral et le cervelet, il y a ce qu'on appelle le quatrième ventricule. Là, c'est au niveau sous-tentoriel, c'est-à-dire au-dessous de la tente du cervelet. Là, c'est la fosse cérébrale postérieure. C'est une entité anatomique très importante. Pourquoi? Parce que c'est le siège des tumeurs du cervelet, de tumeurs de la fosse cérébrale postérieure, la FCP, la fosse cérébrale postérieure, FCP, ou bien surtout chez l'enfant. Là aussi, il y a une partie sustentorielle, c'est-à-dire au-dessus, fougue, au-dessus de la tente du cervelet, il y a, c'est la partie sustentorielle, est divisée en deux parties. Il y a l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, pardon, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Ces deux hémisphères, droite et gauche, est séparés par ce qu'on appelle la faux du cerveau. La faux du cerveau, c'est quoi la faux? C'est un dédoublement d'urmérien. C'est un dédoublement d'urmérien. C'est la même chose que la tente du cervelet aussi, c'est un méninge. Donc, c'est un dédoublement d'urmérien ou c'est un méninge. Donc, la partie sustentorielle est divisée en deux parties, hémisphère droit et hémisphère gauche, séparés par ce qu'on appelle la faux du cerveau. Donc, imaginez une tumeur qui se développe, par exemple, au niveau de l'hémisphère gauche, va pousser l'hémisphère gauche vers l'hémisphère droit sous la faux du cerveau. Là, c'est l'engagement singulaire ou bien l'engagement sous-falcoriel ou sous-falcique. Là, on voit ça sur le scanner. Après, on va voir ça sur le scanner. On va voir c'est quoi l'engagement. L'engagement, c'est l'engagement l'engagement sous-falcoriel. Donc, on peut voir ça sur le scanner. Donc, c'est le premier type de l'engagement. Deuxième, il se manifeste beaucoup plus par des céphalées. On va voir après pourquoi il se manifeste seulement par des céphalées. Donc, bien sûr, par HIC carrément. Deuxième type, là, numéro 2, c'est l'engagement temporal. L'engagement temporal est très fréquent et très grave aussi. C'est quoi l'engagement temporal par définition? On a dit que l'engagement, c'est le déplacement d'une partie, c'est une hernie, bravo. C'est le déplacement d'une partie du cerveau à travers un trou, à travers une incisure. Donc, la définition de l'engagement temporal, c'est le déplacement de la 5e circonvolution. Circonvolution, c'est quoi circonvolution? Toujours, c'est l'anatomie. On a dit que l'encéphale dans la boîte crânienne est divisé en deux parties par la faux du cervelet. En partie sous-tentorielle, qui est la fosse cérébrale postérieure, on a dit le tronc, quatrième ventricule et le cervelet en arrière, d'abord en arrière, et une partie sustentorielle, qui est donc l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Chaque hémisphère est divisé en lobes, lobe frontal, pariétal, temporal, occipital, etc. Chaque lobe est divisé par des fissures, est divisé en circonvolution. On dit circonvolution ou bien gyrus. Très bien. C'est le gyrus, pas faux. Donc, le lobe temporal est divisé en 5 gyrus ou bien 5 circonvolutions. Donc, là, c'est le déplacement de T5. T5, c'est-à-dire la 5e circonvolution temporale est déplacée à travers l'incisure tentorielle. L'incisure tentorielle, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire au niveau, donc là, c'est la tente du cervelet. Il y a une incisure, il y a une fente là, permettant le passage ou bien cette hernie du T5. Donc, de la circonvolution hippocampique. Elle s'appelle aussi hippocampe. T5 ou bien hippocampe. Très bien. Là, quel est le risque? Quel est le risque? Là, c'est une urgence majeure, c'est une urgence vitale. Pourquoi? Parce que tout simplement, je n'ai pas compris. D'accord? Je répète. Donc, on a commencé le cours par donner une définition pour l'HIC.
On a vu la physiopathologie de l'HIC. La physiopathologie, c'est-à-dire qui touche les trois secteurs. Un secteur parenchymateux, le secteur liquidien et vasculaire. C'est-à-dire donc l'œdème cytotoxique, vasogénique, etc. On a vu la courbe pression-volume avec ces deux phases, phase de compensation et phase de décompensation. Maintenant, on va voir la conséquence de cette HIC. Pourquoi on dit l'HIC, c'est une urgence vitale ou bien urgence thérapeutique, médicale et chirurgicale? Parce qu'il y a une conséquence qui est très grave, qui est l'engagement. On a dit la définition de l'engagement. L'engagement, c'est le déplacement, parce qu'il y a l'HIC, il y a une hyperpression intracrânienne. Là, c'est le déplacement d'une partie du cerveau à travers un trou. Ce déplacement entraîne un engagement, un risque vital très important. Donc, on a dit, c'est une hernie du cerveau, bien sûr. On a dit, il y a 4 types d'engagement. On a commencé par l'engagement numéro 1, là. L'engagement numéro 1, c'est l'engagement singulaire. L'engagement singulaire, c'est quoi? C'est le déplacement de l'hémisphère, un hémisphère, à travers la faute du cerveau vers l'autre. On a dit que le cerveau est divisé, ou bien l'encéphale est divisé en deux parties. Une partie sous-tentorielle qui est la fosse cérébrale postérieure et une partie sus-tentorielle. Divisée par quoi? Divisée par la faute du cerveau. Là, c'est l'anatomie, c'est la base de la chirurgie. La partie sustentorielle est divisée en deux parties, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, c'est-à-dire la partie sustentorielle. Donc, l'engagement singulaire, qui est le déplacement d'un hémisphère vers l'autre à travers la faute du cerveau. La faute du cerveau qui est un dédoublement d'urmérien, méninge. Ça, c'est le premier type d'engagement, se manifeste par des céphalées intenses, se manifeste par un syndrome d'HIC. Le deuxième type, qui est plus dangereux, deuxième type d'engagement, c'est l'engagement temporal. Pourquoi temporal? Parce que c'est le déplacement de la cinquième circonvolution temporale, la T5, à travers l'incisure tentorielle. Elle dit l'incisure tentorielle. Il y a un vide, il y a une fente entre la tente du cervelet et le tronc cérébral. C'est quoi la circonvolution? C'est le gyrus. Parce qu'on a dit chaque hémisphère, droit ou gauche, est divisé en lobes. Et chaque lobe est divisé par les scissures, est divisé en gyrus ou bien circonvolution. Le lobe temporal est divisé en 5 circonvolutions. Donc là, la cinquième circonvolution du lobe temporal, la T5, donc la cinquième circonvolution, appelée aussi la circonvolution hippocampique ou bien l'hippocampe, donc se déplace à travers cette incisure tentorielle, là, et donc quoi? Et dans l'engagement temporal. Là, le risque, non, c'est pas la décérébration, l'engagement, non, c'est pas ça. Donc, l'engagement temporal va comprimer. Pourquoi on dit c'est une urgence vitale, etc. Pourquoi c'est grave? L'engagement temporal est plus grave que l'engagement sous-falcique ou bien sous-falcoriel, appelé aussi singulaire. Pourquoi? Là, parce qu'elle est en contact avec le tronc cérébral. Là, le tronc cérébral, c'est le centre de la vie. Là, c'est l'activité cardiaque, l'activité respiratoire, etc. Tout ça dans le tronc cérébral. Donc, imaginez un volume en plus. Donc, le déplacement de T5 va comprimer le tronc cérébral, donc, est à l'origine d'un problème, un vrai problème qui engage le pronostic vital. Là, ça se manifeste par un syndrome d'HIC, trouble de la conscience, etc., avec une hydriase, etc. D'accord? Donc, je répète, le premier type, c'est l'engagement singulaire. Le deuxième type, c'est l'engagement temporal. Et le troisième type, là, le troisième type, c'est quoi? Là, c'est le déplacement d'une partie du cervelet, donc les amygdales cérébelleuses, une partie du cervelet à travers le trou occipital. Là, le trou occipital, toujours, va comprimer, il y a une compression du tronc cérébral, donc c'est un engagement qui est très grave. On voit ça dans les tumeurs ou bien la pathologie de la fosse cérébrale postérieure, un volume en plus, donc il y a un engagement occipital. Le quatrième type, c'est engagement central, donc c'est la descente du cerveau
vers le bas. Donc, je répète, c'est une partie du cours très importante qui est la partie, donc toujours physiopathologie. Donc, la conséquence ou bien les conséquences de l'HIC, c'est l'engagement. On a donné la définition de l'engagement qui est un déplacement d'une partie du cerveau, donc à travers un trou ou bien à travers une incissure. Donc, on a quatre types d'engagement. On a l'engagement singulaire ou bien appelé aussi engagement sous-falcique ou engagement sous-falcoriel, se produit d'une loge hémisphérique vers l'autre sous ce qu'on appelle la foue du cerveau. La foue du cerveau, c'est un méninge, donc c'est un dédoublement d'urmérien. La foue du cerveau sépare ou bien divise la partie sustentorielle en deux parties et sépare les deux hémisphères cérébraux. Deuxième type d'engagement, c'est l'engagement temporal. C'est la migration de la cinquième circonvolution temporale vers la fosse cérébrale postérieure à travers ce qu'on appelle l'incisure tentorielle. Donc là, l'engagement temporal se manifeste par les troubles de la conscience, l'hydriase, etc. Là, c'est grave, c'est un engagement grave, plus dangereux que l'engagement singulaire, tout simplement parce qu'il y a une compression du tronc cérébral. La même chose que l'engagement cérébelleux. Donc, c'est la descente d'une partie des hémisphères cérébreux à travers le trou occipital. Toujours, ça comprime le trou occipital. Non. Est-ce que la pression peut provoquer donc engagement en même temps? En même temps, je pense pas parce que là, c'est en fonction du siège de la lésion, en fonction. Là, on travaille beaucoup plus avec la pathologie tumorale. Par exemple, une tumeur qui se développe au niveau de la face cérébrale postérieure, elle donne un engagement occipital ou bien cérébelleux. Une tumeur au niveau, ou bien un hématome extradural, par exemple, au niveau temporal, siège temporopariétal ou surtout temporal, donne l'engagement temporal. C'est en fonction de siège de notre pathologie. Quatrième type d'engagement, c'est l'engagement central, c'est le déplacement vers le bas des hémisphères